Bienvenue sur ce nouvel épisode de Funambule, l'émission qui décortique la BD. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Passy, la trilogie de Vincent Perriot, parue chez Dargaud. Passy, c'est le diminutif de Pacifique, personnage éponyme du récit, dont le nom oriente aussitôt vers la recherche de paix et la non-violence. Pourtant, il suffit des premières pages pour comprendre que Passy n'est pas franchement un pacifiste. Il a fait de la prison et s'est même retrouvé sous haute surveillance, il est marié avec le diable, ce n'est pas tout à fait un enfant de cœur. On découvre donc un personnage marqué par le paradoxe, et c'est déjà peut-être pour ça que son nom a été tronqué. À l'origine pacifique, la vie ou les ambitions de Passy l'ont conduit à devenir Passy. Un surnom qui ne veut plus rien dire, sinon qu'il n'est pas si pacifique que ça. L'objet de cette trilogie, ce sera notamment de nous éclairer sur cette ambivalence de Passy. Pour faire simple, attention ça va spoiler. Premier tome, Bacalan. Passy est en liberté conditionnelle et s'efforce de mener une vie normale, mais son passé le rattrape. Ashram, son ancien employeur, lui propose de reprendre son travail de livreur de drogue grâce à sa super voiture et ses talents de conducteur, tandis qu'un surnommé l'Anglais voudrait le recruter pour le même genre de boulot. Deuxième tome, Calais. Quelques temps plus tard, on retrouve Passy qui a finalement décidé de reprendre du service chez Ashram. Il gère le business comme prévu jusqu'à la fin de l'album où il révèle son véritable objectif, éradiquer toutes les drogues. Troisième tome, Rwanda, le grand nettoyage. L'histoire s'accélère pour cette dernière partie où Passy parvient à éliminer et les drogues et les trafiquants au risque de perdre sa copine Miggy et à terme lui-même. Passy, c'est un homme qui, du début à la fin de la trilogie, va essayer de trouver un équilibre professionnel et amoureux qu'on va sans cesse lui dérober. Rattrapé par la vie, il se débat tant bien que mal avec elle, à coups de décisions aussi simples que radicales. Perriot nous propose un dessin tout aussi direct et rapide que la vie de Passy. D'ailleurs, comme pour nous donner une clé de lecture, le collègue dessinateur de Passy, Yvan, nous glisse sa conception du dessin. Vivre d'un geste vite et simple. Est-ce Perriot derrière cet Yvan ? Quoi qu'il en soit, la vie ne se dessine qu'une fois. Et une fois le trait posé, il faut l'accepter et se débrouiller avec. D'où un trait juste et précis dans sa vivacité, son côté un peu brouillon, et qui va d'autant plus se transformer qu'il nous montre la vitesse, avec plusieurs scènes de course-poursuite en voiture tout bonnement excellentes. Alors le dessin se courbe, les perspectives se tordent, jusqu'à une image plus expressive que réaliste pour nous faire ressentir ce que Passy exprime ainsi. Je me dis que c'est pas la réalité, je vois des vibrations, une sorte de chaos de lumière ordonnée, une sensation bien meilleure que toutes les saloperies que vous prenez. Sur cette planche, on retrouve un cadrage assez caractéristique de l'album, qu'on pourrait dire à la troisième personne. Le point de vue se situe juste dans le dos de Passy. C'est suffisamment récurrent pour qu'on s'y intéresse, d'autant qu'un tel cadrage est inhabituel. C'est assez rare de montrer son sujet de dos. Outre l'empathie que cela fait naturellement ressentir au lecteur, outre également l'effet un petit peu jeu vidéo qu'on pourrait associer par exemple à la série des GTA, dont l'ambiance est assez proche, ce cadrage donne au lecteur l'exact point de vue de Passy. Il voit à travers ses yeux. Or, selon moi, le point de vue de Passy est quelque chose d'extrêmement important, comme c'est signalé par le fait qu'il porte des lunettes de vue. Personnellement, j'ai tout de suite trouvé ça étrange et assez en désaccord avec le style de Passy. C'est vrai, on imagine difficilement, par exemple, Ryan Gosling dans Drive avec des lunettes de vue. C'est que, je crois, Perriot nous glisse là un indice. Il veut signaler le fait que Passy voit les choses différemment des autres, il voit autre chose qu'eux. D'ailleurs, plusieurs fois, il est décrit comme quelqu'un qui a accès à d'autres réalités. Les rêves sont aussi très présents tout au long de la série, c'est d'ailleurs sur le mot rêve que la trilogie se termine. Ainsi, on découvre seulement une facette du personnage, tandis qu'une partie reste dans l'ombre, comme par exemple ses tatouages, ou encore ce qui se passe entre les tomes 1 et 2, lorsqu'il réapparaît rasé sans explication. Son calme tranche avec la vitesse de sa conduite. Et même la fin, dont je suis obligé de parler car elle est vraiment très surprenante, a ce côté un peu surréaliste. Attention, encore une fois, je vais spoiler un élément assez fort de l'intrigue. Je vous invite à cliquer ici si vous voulez passer cette étape.
Passy a résolu presque tous ses problèmes. Il a détruit la drogue et éliminé les trafiquants. Il ne lui reste plus qu'à renouer avec sa copine Miggy, qui semble plutôt d'accord. Bref, ça ressemble à un happy end bien tranquille. Sauf que là, Passy, qui vient de survivre à plusieurs fusillades et courses-poursuites contre des bandits chevronnés, se fait abattre par un personnage complètement secondaire, un guichetier, qui n'a pas de véritable raison de le tuer. Enfin, on pourra toujours dire qu'il est tout simplement fou, mais c'est un peu facile. On a donc cette fin totalement inattendue, que j'avoue avoir un petit peu de mal à comprendre, sauf peut-être en considérant qu'elle rappelle l'injustice et le hasard de la vie qui rattrape tragiquement Passy malgré ses tentatives non seulement de trouver un équilibre pour lui, mais aussi de faire le bien pour les autres. C'est la fin de cet épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie une dernière fois la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême pour ce décor. Je vous invite comme d'habitude à suggérer des BD dans les commentaires ou pourquoi pas une interprétation quant à la fin de Passy. Et je vous dis à bientôt.